Okay. Bien, mais je vous propose de commencer. Il y a un petit peu moins de monde que d'habitude, mais on est encore dans une semaine particulière. Enfin, je pense que toutes les semaines deviennent particulières. Quand ce n'est pas les congés, ce sont les quarantaines, etc. Alors, Sarah Djebara va nous proposer le cas d'une patiente avec des masses hépatiques et puis qui a développé au cours d'une intervention un choc anaphylactique particulier. Bon, qui aurait peut-être pu être évité, on le verra dans le cours de la discussion. C'est une patiente que je suivais d'ailleurs depuis quelques années pour une fatigue chronique dans le cadre d'un chagrin probable. Mais enfin, Sarah va nous expliquer tout ça. Sarah, merci pour qu'on te voit. Bonjour à tous, je vais vous exposer donc le cas de cette patiente de 47 ans. Voilà, donc il s'agit effectivement, comme le docteur Cogan l'a dit, d'une patiente de 47 ans qui est suivie depuis 2018 en médecine interne pour un syndrome sec avec possiblement une maladie de Sjögren primaire. Elle a effectivement une xérophtalmie, une xérostomie et un score de schizome à 3 sur ses biopsies de glandes salivaires. Cela étant dit, cette biopsie est un petit peu controversée et donc ce diagnostic n'est pas encore clairement établi. Elle se plaint de fatigue, elle vient voir donc l'interniste aussi pour de la fatigue chronique, des troubles de la mémoire, des vertiges. On lui recherche un Addison qu'on ne retrouve pas. Cependant, on la met sous traitement, en traitement d'essai par hydrocortisone, avec une nette amélioration de ses plaintes dans un premier temps. Elle reçoit également de la cyclosporine topique avec une amélioration de ses plaintes oculaires. Dans ses antécédents, on retrouve une maladie Birner, une thyroïdite auto-immune, une dépression et des cystites à répétition. Voici son traitement, donc un antidépresseur qui est arrêté, de l'hydrocortisone qui à un moment est stoppé parce qu'on ne voit plus vraiment beaucoup de différence et d'amélioration dans ses plaintes. Toujours sa cyclosporine, un traitement substitutif pour son hypothyroïdie et du neurobion, donc dans le cadre de sa maladie de Birner. En avril 2020, elle revient consulter avec clairement une exacerbation de fatigue, de sa fatigue, une dyspnée à l'effort et un ballonnement abdominal. On réalise une gastroscopie qui confirme la présence d'une gastrite atrophique. En juillet 2020, elle revient avec une persistance d'une gêne abdominale et surtout un hypocondre droit. Alors, voici le premier laboratoire qui est réalisé au mois d'avril. J'ai essayé de mettre sur une même page les points positifs. Donc, on note une microcytose sans anémie chez cette patiente, une altération des tests hépatiques à prédominance cholestatique. On n'avait malheureusement pas la bili sur cette prise de sang, mais la bili, vous le verrez plus tard, est normale. On réalise une électrophorèse des protéines. Je pense que vu la cholestase amictérique, on recherche également d'autres pathologies un peu plus rares, donc une maladie à IgG4, une thyroïde biliaire primitive et peut-être même une hépatite auto-immune, même si je n'ai pas retrouvé de facteur antinucléaire dans les prises de sang. On note aussi un syndrome inflammatoire, comme vous le voyez, qui est modéré avec une CRP à 22 mg par litre. Et évidemment, oui, les anticorps anticellules pariétales, tout à fait, qui sont positifs dans le cadre de sa maladie de Birner, absolument, qui est confirmée. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce stade? Il y a des gens qui veulent réagir sur ce qu'on pourrait faire ou pas. De l'imagerie. De l'imagerie, tout à fait. Donc, je vous mets les propositions qui ont été faites en consultation de médecine interne. Donc, on a proposé un contrôle de labo. Le laboratoire que je vous ai montré, c'est celui du mois d'avril. La patiente consulte en avril et en juillet. Pour les mêmes plaintes, on propose une échographie abdominale et même un PET scan. Voilà. Alors, voici l'échographie abdominale. Donc, l'échographiste parle d'une lésion avec un contenu anéchogène et qui mesure, qui se trouve au niveau du foie droit, au niveau du lobe droit, et qui mesure 11 cm de diamètre. Voilà.
La patiente a un PET scan. Je vous ai mis une des images les plus importantes. Donc, au final, il n'y a pas une. Donc, sur l'échographie, on parlait d'une lésion. Au final, il y en a 3. On voit que ces lésions ont peu d'activité métabolique. Et par contre, au niveau de ce PET scan, on va voir une image, ça je ne l'ai pas montré, mais compatible avec une iléite, en tout cas une hyperactivité au niveau idéal. La patiente ne se plaint pas vraiment de diarrhée, je ne pense pas. Mais cela étant dit, on décrit une possible iléite au PET scan à ce stade. Et donc, on décide de compléter le bilan avec une entéro-IRM, si je ne m'abuse, et une nouvelle prise de sang. Donc, la prise de sang montre toujours un syndrome inflammatoire qui est un peu moins important, toujours cette cholestage, cette microcytose. Je ne dis pas plus pour le moment. Et alors, on insiste, on recherche de nouveau des IgG4 qui sont négatifs. Donc, on réalise cette entéro-IRM en raison de la possibilité d'une présence d'une iléite au PET scan. Et lors de cette entéro-IRM, on ne retrouve aucune lésion, y compris compatible avec une lésion ischémique du grêle. Mais par contre, on confirme la présence des kystes, de 3 volumineux kystes, avec un contenu, comme vous pouvez le voir, en pondération T2, probablement liquidien, avec un contenu liquidien, ce qui confirme ce qu'on avait vu déjà précédemment sur l'échographie. Est-ce que vous avez déjà des idées ? Donc, je continuerai. Donc le point à ce stade, c'est qu'on se retrouve quand même avec des kystes hépatiques qui sont quand même de dimensions particulièrement importantes, plus importantes que ce qu'on peut voir d'habitude au niveau de kystes biliaires banals. Et d'autre part, il n'est pas habituel que ces kystes donnent lieu à des symptômes. Or, ici, on a quand même l'impression que la gêne abdominale qu'elle présente voit de temps en temps des douleurs. Donc, il faut mesurer l'aspect quantitatif chez une patiente qui est par ailleurs assez plaintive. Mais quand même, on a l'impression que ces kystes sont responsables d'une symptomatologie, ce qui n'est quand même pas habituel non plus. Ah, d'accord, il y a peut-être une question dans une proposition. Donc la question, Emmanuel Bottio qui nous a rejoint, aucune imagerie en 2018. Non, la réponse est non. Merci à Emmanuel d'être présent. On l'avait contacté à plusieurs reprises à propos de ce cas. On va peut-être lui ouvrir le micro s'il veut intervenir de temps en temps, qu'il n'hésite pas. Donc, il n'y avait aucune imagerie, mais les plaintes de gêne et de douleur abdominale semblent apparaître en tout cas en 2020. A-t-elle voyagé dans les pays exotiques? Alors, exotique, qu'est-ce qu'on entend par exotique? Exotique, c'est en dehors des 19 communes. Écoute, la patiente, elle est originaire d'où ça? Elle est originaire d'Arménie. D'Arménie, Daniel. Et elle vit depuis plusieurs années en Belgique. Et elle avait refait un voyage en Arménie dans sa famille. Elle est allée effectivement en Arménie. En Arménie. Ça lui arrive de temps en temps, effectivement, d'aller en Arménie. OK. Peut-être demander à ce stade-ci à Emmanuel, est-ce qu'on considère à Anvers que l'Arménie est un pays exotique? Emmanuel, tu peux prendre le micro. Est-ce que l'Arménie est exotique? En tout cas, c'est un pays où l'échinococose est endémique, ça certainement. Hein. L'Europe de l'Est, Bulgarie, Roumanie, et plus à l'Est. Donc exotique, ouais, je pense. Alors voilà, moi je voulais revoir avec vous peut-être la démarche diagnostique des kystes hépatiques pour un petit peu faire la lumière sur l'histoire de cette patiente.
Donc, je pense qu'une des premières choses à voir, c'est effectivement de commencer à se dire si on a une lésion cystique seule ou est-ce qu'on a une lésion plutôt polykystique. Ça permet déjà d'orienter le diagnostic. Alors, parmi les lésions monokystiques, on a évidemment le kyste biliaire, l'échinococose, donc l'échinococose kystique ou l'échinococose alvéolaire, on y reviendra un peu plus tard, le cystadénome et le cystadénocarcinome qu'il faut évidemment ne pas louper comme diagnostic, comme l'échinococose d'ailleurs. Et puis les maladies polykystiques où en général on a un contexte familial avec des critères également au niveau iconographique, on va y revenir tout de suite. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans toutes ces pathologies kystiques, l'échographie, la peur de l'échographie est vraiment très important avec une sensibilité et une spécificité qui, parfois, selon les pathologies, vous allez le voir, peut dépasser 90%. Donc, c'est vraiment un examen qui est qui est très, très, très important. Donc, pour les kystes biliaires, on a des kystes avec une paroi qui est vraiment très lisse, avec un renforcement de l'échogénicité sur la paroi postérieure, donc qui fait contraster le contenu liquide et la paroi un peu plus solide. Le contenu est anéchogène et il n'y a pas de septa. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ensuite, dans l'échinococose kystique, on a plutôt une paroi qui est, on dit feuilletée, donc avec plusieurs en fait, feuillets. On a une forme qui est ronde ou ovale. On a également un contenu qui est en général hypoéchogène, mais par contre, on a une présentation avec plusieurs septa. Pour l'échinococose alvéolaire, la paroi est plutôt irrégulière. On a un contenu qui est hyperéchogène et hypoéchogène au centre. Et on a l'apparition on a la possibilité de voir parfois l'aspect multivésiculaire. Et pour les cystadénomes et cystadénocarcinomes, on a des parois qui en général sont irrégulières avec un contenu hypo et hyperéchogène et la présence également de septa et parfois aussi de calcification. Alors ici, c'est juste une proposition d'algorithme pour suivre ces lésions. Donc ici, on fait la proposition de commencer par se dire est-ce qu'on a une lésion unique ou pas unique? Est-ce que les caractéristiques que je vous ai énoncées au niveau échographique peuvent coller avec une maladie kystique biliaire, donc un kyste simple? Si oui, ben voilà, on va simplement suivre le kyste biliaire en sachant que les kystes biliaires en général n'ont pas de conséquences, sauf si ils sont particulièrement grands et peuvent entraîner des complications telles qu'une obstruction ou parfois même ils peuvent également être hémorragiques, mais ça c'est vraiment quand les kystes biliaires sont très très grands. Et donc si par contre on a des caractéristiques qui ne collent pas avec un kyste biliaire, alors à ce moment-là, il faut directement faire un sérodiagnostic pour ne pas méconnaître une échinococose. On parlera du diagnostic sérologique facile à faire et qui n'est pas le standard pour l'échinococose. Mais effectivement, c'est ce qui est recommandé ici, en tout cas, de rechercher une échinococose kystique ou bien une échinococose alvéolaire. Alors, si avec tout ça, on ne sait pas faire la part des choses, ici, je propose un autre examen, un examen échographique couplé à un test de microbules. Donc, c'est un test des microbules, donc ce sont vraiment des bulles de gaz avec un haut poids moléculaire dans une membrane phospholipide et qui, en fait, sous le coup de l'échographe, vont osciller d'une manière particulière qui va permettre de renforcer l'échogénicité de structures vasculaires et de structures solides. Et donc ça va permettre de mieux voir éventuellement des septa et de pouvoir aussi déterminer des lésions susceptibles d'être des lésions de type néoplasique. Alors tout ça, en fait, c'est fait pour essayer de diminuer les conséquences chirurgicales de l'exploration de ces lésions kystiques. Alors, kyste biliaire, j'en dis un mot. Donc, elle ne communique pas avec le système biliaire, contrairement à son appellation, mais elle a une paroi qui est constituée d'un épithélium de type biliaire qui, lui, est sécrétant. Il va y avoir effectivement une sécrétion de liquide, mais qui n'est pas de la bile. On en trouve assez fréquemment, plus chez les femmes que chez les hommes, et jusqu'à 18% de la population. En général, ce sont des découvertes fortuites. Alors, comme je l'ai dit, le plus souvent, ça ne nécessite aucune intervention, mais un suivi iconographique. Alors voilà, ici, c'est un exemple de kyste biliaire. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que j'ai dit sur l'aspect échographique. Donc, vous voyez ici qu'on a vraiment un bord qui est assez net, avec un renforcement de la paroi, de l'échogénicité de la paroi postérieure qui est assez nette.
et pas du tout de septa, et vraiment une hypoécogénicité qui fait référence évidemment au contenu liquidien. Alors, le scanner dans les kystes biliaires, ce n'est pas vraiment quelque chose de très souvent fait, mais ça permet, quand on a des doutes, de voir qu'effectivement, il n'y a pas de septa et qu'on a un contenu qui est homogène et qui est hypodense et qui, effectivement, correspond au contenu liquidien de ces kystes biliaires. Donc à ce stade d'imagerie, Sarah, on peut dire qu'il n'y a pas de septa, et donc ça c'était quelque chose, en tout cas on ne voit pas de septa, ça c'est quelque chose de plutôt rassurant. D'un autre côté, il y a quand même ce renforcement postérieur, et c'est bien que tu aies montré les deux images qui devraient attirer l'attention, c'est ça que tu veux dire? Oui, et je vais revenir sur cette première image, en fait, pardon. Je vais revenir sur cette première image par la suite pour vous montrer, après l'exposé, j'espère que vous allez voir en fait la différence et que vous allez comprendre où le bas a blessé. On va dire ça comme ça. Donc, au final, on a une patiente de 47 ans avec une possible maladie primaire de Sjögren, un Birmer, une thyroïdite auto-immune, une cholestase anictérique qui a été en tout cas, comment dirais-je, questionnée par rapport à la présence éventuellement d'une maladie IgG4, d'une cirrhose biliaire primitive ou autre. On a une patiente avec une douleur hypocondre droit assez importante, avec une forte suspicion de kyste biliaire. On a une iléite décrite au PET scan, mais avec un premier bilan qui est négatif pour une IBD. Et donc une maladie à IgG4 aussi qui est très peu probable. Il ne faut pas oublier que la maladie à IgG4, elle donne une cholangite et vraiment une infiltration des voies biliaires qu'on n'a pas vu à l'IRM, mais qu'on aurait probablement vu s'il y avait eu quelque chose. Donc ça, c'est un élément en plus qui plaide contre. Donc, la patiente va voir le gastro-entérologue et après donc, discussion, il décide de demander au chirurgien d'intervenir puisque cette patiente est clairement symptomatique, a des très grands kystes et il y a quand même un phénomène cholestatique. Donc, la patiente, en septembre 2020, va être opérée. Donc, je reprends quelques mots du compte-rendu. Oui. Ou alors, monsieur Lerner. Oui, mais en fait, oui. Cette patiente, effectivement, je pense que pour tout kyste hépatique, il faut quand même se poser des questions, même si clairement le plus fréquent, c'est les kystes biliaires, comme le deuxième enjeu, c'est très fréquent, des lésions très fréquentes, focales très fréquentes des fois. Une chose dont vous n'avez pas parlé, c'est Marie Caroli aussi, ça m'a fait kyste hépatique, mais comme il y avec les voies biliaires, c'est rare. Mais bon, ici, c'est un mea culpa. Moi, j'ai regardé l'IRM. Effectivement, l'IRM n'est probablement pas un très bon examen. Je n'ai pas vu de septa. Et si on regarde bien, il y avait quand même l'intensité qui n'était pas homogène dans les kystes. Et donc, j'ai opéré ce patient en me disant voilà, ce sont des kystes biliaires symptomatiques. Et j'ai fénétré le kyste. Et j'ai eu un liquide clair ou de roche et une membrane blanche qui est une membrane prolygère. Et le temps de réaliser ça, et le temps que cette membrane se décolle, en fait, quand la membrane se décolle, vous avez le parenchyme emphatique à nu et les vaisseaux, donc les veines sus-hépatiques, parce que les kystes sont situés plutôt vers le haut du foie, les veines sus-hépatiques se sont mises à saigner, donc le saignement était important. Donc, la patiente a fait un choc vasculaire péropératoire. Et j'ai dit à l'anesthésiste, c'est que deux possibilités. Ça saigne quand même pas mal, ou un choc anaphylactique. Et il, lui, était plutôt pour un choc anaphylactique. Je pense que c'était un peu ou les deux. Un peu les deux, oui. Et donc, en fait, j'ai terminé, j'ai enlevé les membranes, la membrane prolygère qui se décollait. Et on a terminé l'intervention. On a quand même réussi à avoir une hémostase. Mais elle a dû être réopérée le lendemain parce qu'on avait l'impression qu'il y avait encore une hémorragie et finalement, je n'ai rien trouvé de plus. Et donc, franchement, je ne me suis pas posé la question avant l'opération, j'aurais pu. Et dans un cas comme ça, j'aurais demandé une sérologie pneumocystique. En plus, vu les antécédents, le patient qui est d'origine arménienne, qui retourne en Arménie. Ça, c'est un piège. Je m'en souviendrai, c'est la première fois que j'ai un choc anaphylactique sur ça. Voilà, mais bon, l'histoire se termine bien. Et c'est vrai que ce qui était intéressant, c'est un tout petit peu. On aurait pu se dire que le pronostic était franchement mauvais, mais apparemment, le traitement des thérapies a été
Merci. Donc voilà, après l'opération, le contenu liquidien n'est pas envoyé, on n'en a pas tout pour analyse, mais par contre, les membranes qui ont été enlevées l'ont été. Il n'y a rien de particulier, on dit que c'est acellulaire et donc il n'y a rien d'autre qui est décrit en tout cas à la NAPA. En post-opératoire, donc la patiente a reçu, donc après l'opération, elle a eu un court séjour donc pour juguler ce choc probablement mixte aux soins intensifs, puis elle est revenue en salle de médecine interne. Elle avait un syndrome inflammatoire qui a justifié, donc vu le contexte hémorragique et le contexte compliqué de la chirurgie, une antibiothérapie par augmentin, et puis elle a encore été transfusée de 2 unités de globules rouges et de plasma précongelé. Alors là, ensuite, ce qui se passe en fait, je ne sais pas si c'est bien visible, donc je voulais vous montrer un peu l'évolution des éosinophiles. Donc vous voyez, donc cette dame a été opérée le 9 septembre. Vous voyez ici, en août, on a une éosinophilie légère. Et c'est une éosinophilie qu'en fait, on va pouvoir retrouver dans les prises de sang même du mois de février et du mois d'avril également. Et puis, donc, le 9, elle est opérée. Le 10, elle est reprise encore une fois en salle d'op. Et puis, donc, je suis désolée, il y a une petite partie où vous ne voyez pas bien. Mais en tout cas, à partir du 13 du 9, c'est très clair. On a une éosinophilie qui se majeure et qui reste modérée. Mais donc, clairement, il y a quelque chose qui s'est passé en chirurgical et qui confirme effectivement qu'il y a probablement en plus eu ce choc anaphylactique. Alors, quand on regarde masse hépatique et éosinophilie, bien évidemment, il faut penser aux parasitoses hépatobiliaires. Donc, il est important de se rappeler que les parasitoses vont d'autant plus donner des éosinophilies importantes qu'elles ont une phase de migration tissulaire qui est conséquente, et que par contre, à contrario, quand on a des parasites et des hémanthias qui vont avoir un développement endoluminal surtout, alors à ce moment-là, on va avoir une éosinophilie qui va être beaucoup moins importante. Donc ici, vous avez les fameuses courbes de l'Alfier, on voit effectivement l'évolution de l'éosinophilie en fonction du stade d'évolution du parasite, entre la migration tissulaire et puis ensuite, quand ça diminue en général, la ponte des œufs ou la station en endoluminal. Alors, les hémanthias qui sont capables de donner des éosinophilies particulièrement importantes sont les douves du foie, la toxocarose, l'échinococcose alvéolaire, le kyste hydatique. Non, pardon, excusez-moi. Je recommence. Donc, celles qui sont capables de donner des éosinophilies majeures, on va retenir plutôt la schistosomiase, la douve du foie et la strongyloïdose, là où les téniases, dont font partie les échinococoses, et qui ont un développement surtout endoluminal, vont donner moins d'éosinophilie. Alors, en ce qui concerne les maladies non parasitaires hépatiques et qui peuvent donner des éosinophilies, on retiendra les lymphomes, les néoplasies solides, le syndrome d'hyperéosinophilie, qui soit lymphoïde ou leucémie chronique à l'éosinophile, la mastocytose, certaines vasculites et aussi parfois la cholangite cirrhosante primitive. Et donc, je pense que le diagnostic est posé. Donc, il s'agit effectivement d'un cas d'échinococose kystique. Donc, voilà, l'échinococose kystique, c'est une cystodose alvéolaire qui résulte en fait du développement alvéolaire d'une téniase échinococcique au niveau hépatique. Donc, c'est une maladie qui est liée à une Echinococcus granulosis. C'est un cestode. C'est un platelmin avec un scolex, c'est-à-dire que c'est un verre qui est plat. Là, vous voyez en point 1 la version adulte terminale, ici, avec le scolex. Donc, c'est cette extrémité antérieure avec un bout arrondi sur lesquels il y a des organes qui permettent de s'agripper, qui permettent aux parasites de s'agripper au niveau intestinal, par exemple. Les derniers segments sont les proglottides et c'est à l'intérieur desquels on va retrouver les œufs qui vont être éliminés dans les selles de l'hôte définitif. Donc ça, c'est une notion importante à retenir. La version adulte de ce parasite ne se retrouve que dans l'hôte définitif. Les hôtes intermédiaires pour ce parasite sont en général les moutons, entre autres, mais on verra qu'il y en a d'autres. Et en fait, l'homme est un hôte aberrant où, comme dans les hôtes intermédiaires, il se passe une impasse parasitaire. Et donc, en gros, le cycle est assez simple. Donc, comme je vous l'ai dit, les proglottides, donc les derniers segments, vont libérer des œufs qui vont être embryonnés. Ces œufs vont passer à un stade qu'on appelle l'oncosphère. Vous voyez qu'il y a des petits crochets qui vont permettre de passer la lamina propria intestinale, de passer dans la circulation sanguine
veineuse portale et arriver dans le foie, mais éventuellement passer encore plus loin et arriver dans le système K, et puis là, se diriger au niveau pulmonaire, mais aussi au niveau cérébral, ou bien même au niveau de la rate, au niveau osseux. Donc, au niveau hépatique, donc si la larve s'arrête, il va y avoir la formation donc, de ce fameux kyste hydatique. Donc, vous voyez avec ces membranes, avec une vésicule fine que l'on voit effectivement au milieu. Et donc, c'est aussi ces bourgeonnements qu'on appelle les protoscopies. Et c'est seulement si, imaginons donc le foie infecté de ce pauvre mouton est ingéré par l'hôte définitif, on va avoir une évagination de ces protoscolex et finalement l'apparition et la fin du cycle qui va mener vers ce parasite adulte. Alors, il y a une autre maladie, je vais en parler après de l'échinococose alvéolaire, j'en dirai peut-être un mot. On peut passer à la suivante. Alors, ça, c'est une idée de la distribution géographique du pathogène de l'Echinococose granulosus. Donc, vous voyez qu'il y a des régions hautement endémiques. Donc, on en retrouve en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est. Effectivement, on en retrouve en Europe de l'Est, en Europe centrale, dans les pays sud-méditerranéens, au Moyen-Orient, et également très fortement en Amérique latine. Alors ici, j'ai juste retrouvé un petit rapport de Cienzano qui faisait état des échinococoses en Belgique. Mais donc, je pense que ce sont les cas qui sont rapportés par le labo de Parasito d'Erasme, qui était le labo de référence, mais je pense que ce labo a changé maintenant. Je crois que c'est Liège, je pense, je ne sais plus. Donc voilà, il y avait une dizaine de cas en 2018 d'échinococose kystique, et donc vous voyez que ça a l'air d'être assez stable. Maintenant, est-ce qu'on rapporte vraiment tous ces cas? C'est pas très sûr. Et donc il y a effectivement une autre entité qu'on appelle l'échinococose alvéolaire, due à une autre, c'est aussi une cestodose, et cela donne une maladie plutôt infiltrative au niveau hépatique, avec un risque d'insuffisance hépatique, des localisations secondaires beaucoup plus fréquentes également. Et donc là, il y en avait 4 en 2018. Alors voilà, donc l'échinococose granulosus, grâce aux nouvelles techniques de biologie moléculaire, on a pu déterminer différents génotypes. Et comme vous voyez, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une répartition géographique qui peut être différente en fonction de ces génotypes, mais aussi une répartition au niveau des autres intermédiaires. Donc ça, c'est intéressant. Ce que j'ai souligné, ce sont les échinococoses où on sait qu'il y a, où l'homme intervient comme hôte aberrant, donc comme on l'a dit, le granulosus, mais aussi le multilocularis pour l'échinococose alvéolaire, et les deux derniers que l'on retrouve principalement en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Alors la clinique, très souvent, c'est une découverte, ou bien c'est une découverte fortuite lors d'une iconographie pour une autre raison, ou bien on le découvre très souvent au stade tardif, et ça va dépendre de la localisation, du nombre de kystes et de l'effet potentiel de ces derniers, comme un effet de masse, d'obstruction, etc. Donc ça peut donner des choses très très variables, une douleur de contre-droit et pas très spécifique, pesanteur gastrique, hépatosmégalie, on peut avoir des signes d'hypertension portale ou même d'ictère en fonction de la compression vasculaire ou autre. Et puis on peut effectivement avoir des chocs anaphylactiques et des urticaires en cas de rupture kystique. On a aussi une possibilité de surinfection de ces kystes, et donc il n'est pas rare de voir aussi des absédations de ces kystes. Voilà. Alors, juste, je trouvais que c'était bien de pouvoir voir un peu ces complications de manière un peu plus détaillée. Donc, une complication qu'il ne faut surtout pas louper, y compris dans l'examen, les examens exhaustifs qui sont censés être faits pour prendre en charge l'échinococose kystique, c'est la recherche de fistules biliaires. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important. C'est une complication qui peut arriver jusqu'à 40% des échinococoses kystiques et qui va être d'autant plus importante que le kyste va être important. Donc, on estime que pour un kyste qui fait plus de 7 cm et demi, on peut retrouver jusqu'à 80% de fistulisation biliaire. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important à déterminer. Ensuite, comme je l'ai dit, on peut avoir des phénomènes de rupture, que ce soit en intra-péritonéal, mais aussi en intrathoracique. Et puis aussi des compressions, aussi bien vasculaires que des structures biliaires. Et donc, on peut avoir des syndromes de Budd-Chiari-like. On peut avoir aussi des syndromes, des hypertensions portales importantes et aussi des compressions des voies biliaires.
Alors, la localisation donc, hépatique, vous voyez que c'est la prédominante au niveau du lobe droit également, dans 60% des cas. Alors, vous voyez que les kystes multiples ne sont pas quelque chose de très fréquent, ce qu'avait cette patiente, donc elle en avait 3. Au niveau des localisations extra-hépatiques, le poumon est le premier lieu. Ensuite, il y a d'autres localisations qui sont beaucoup plus rares au niveau cérébral, péritonéal, osseux et splénique. Alors, l'évolution, il peut y avoir une évolution naturelle de ces kystes. La croissance est très très lente, on estime entre 1 à 5 mm par an. Il peut y avoir aussi simplement une stabilité de ces kystes, ou alors, comme on l'a évoqué, des complications, fissuration ou rupture. Alors, le diagnostic, donc c'est l'anamnèse. Donc, effectivement, comme l'a dit le docteur Landen, la patiente vient d'Arménie. C'était quelque chose de très important. Elle n'a pas de chien, pas de contact avec chien au rural, mais il faut savoir qu'effectivement, comme le docteur Bottiou l'a souligné déjà, en Arménie, il y a énormément de cas d'échinococose. J'avais lu une étude où on regardait donc, sur des lieux d'abattage, on analysait post-mortem et on recherchait des échinococoses chez des animaux de bétail, et on en retrouvait parfois jusqu'à 20 à 30% du bétail. Donc c'est vraiment tout à fait énorme. Alors, l'échographie, c'est vraiment le gold standard. Le scanner, comme je l'ai dit, ça peut servir quand on a un doute, ou bien quand on veut faire de la topographie, ou quand on veut rechercher des localisations secondaires au niveau pelvien, au niveau pulmonaire également. Et l'IRM, donc c'est intéressant, donc, comme je vous l'ai dit, donc, surtout quand on craint une fistulisation biliaire ou des complications biliaires, ça peut être intéressant. Mais vous allez voir que c'est quand même quelque chose qui peut être aussi piégeant, surtout dans les premiers. Donc ça, c'est peut-être aussi une possibilité, on y reviendra quand on reverra de nouveau les images. Ça peut être piégeant au premier stade de l'échinococose. Et enfin, la sérologie, on va en parler. Donc ça, je vais en parler un peu plus tard. Avec une image, ce sera plus simple. Donc en fait, le diagnostic se fait vraiment grâce à l'échographie et grâce à une classification OMS. Donc cette classification, elle est très intéressante parce qu'elle va lier l'aspect iconographique à l'évolutivité et à l'activité, au degré d'activité ou d'inactivité de ces kystes, et c'est ça qui va guider en fait la thérapeutique. Donc on a une ancienne classification qui avait surtout des détails iconographiques, mais là on a vraiment quelque chose en rapport, comme vous le voyez, avec l'activité, donc les stades CE1 et CE2 qui sont vraiment, comment dirais-je, actifs, les stades transitionnels, C3A et C3B, et les stades inactifs 4 et 5. Donc, quand on regarde la CE1 et CE2, donc là, vous voyez, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit, donc il y a vraiment l'aspect feuilleté, donc on voit une double oui, ici, pardon. Ici, on devine un double feuillet. Donc, il n'y a pas cet aspect net que l'on voit normalement dans les kystes biliaires. Au niveau du deuxième, du CE2, on voit qu'effectivement, il y a des lésions qui sont pluriceptées. Au niveau du CE3A, donc le stade transitionnel, on voit qu'il y a un décollement de la membrane. Et au niveau du C3B, on voit des vésicules filles avec déjà un contenu probablement hyperéchogène et solide. Et là, au CE4, à partir de CE4, on ne voit plus du tout de vésicules filles. Et on voit surtout un contenu solide avec parfois des calcifications. Attention aux calcifications parce que parfois elles peuvent apparaître plus tôt et ça ne veut pas dire, ça ne signe pas une inactivité de voir des calcifications. Voilà, ça c'était juste pour le plaisir de vous montrer une autre image. Donc on pourrait classer en CE2 probablement. Alors le diagnostic sérologique, donc il se fait par évaluation ou par test ELISA. Il y a des possibilités de confirmation par test immunoblot. Alors ça, c'était intéressant. Donc, comme je vous l'ai dit, la sérologie n'est pas le premier moyen de diagnostiquer une échinococose parce que tout simplement, il peut être négatif. Donc, en fonction du stade, que le patient soit traité ou pas, comme vous le voyez ici, on voit que dans les derniers stades d'inactivité, CE4, 5, on peut avoir parfois jusqu'à, vous voyez la sensibilité qui est vraiment pas terrible, donc on a une sensibilité à peine au-dessus de 50%, et donc même au stade tout précoce aussi, c'est vraiment au stade d'activité qu'on a la meilleure chance d'avoir une sérologie positive, et évidemment, s'il y a lieu d'avoir une réactivation des kystes ou une fissuration, alors là, évidemment, c'est quelque chose qui va probablement rendre positif la sérologie. L'immunité contre ce parasite est une immunité qui fait intervenir une réponse TH1 et TH2. Et lorsque l'on voit que les kystes s'inactivent de plus en plus, la réponse TH2 a tendance
à diminuer. Alors ça, c'était les sérologies de la patiente. Donc le 10 du 9, vous vous rappelez, elle a été opérée le 9. On fait une sérologie et la première est négative. Et puis donc évidemment, elle se fait opérer, il y a cette fissurisation, elle se choque anaphylactique. Et donc là, on voit que la sérologie 2 semaines plus tard explose à 1 sur 160 000. Et puis au fur et à mesure du suivi diminue. Donc c'est intéressant parce qu'il peut aussi y avoir un caractère utile au suivi de cette sérologie. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver au niveau diagnostic biologique? Donc, comme on l'a dit, l'éosinophilie, c'est possible d'avoir une toute petite élévation, mais c'est vraiment quelque chose de très modéré. C'est seulement dans 10% des cas. En général, quand vous voyez une éosinophilie apparaître dans ce genre de pathologie, il faut craindre quand même une fissuration. Les tests hépatiques sont normaux le plus souvent, sauf effectivement s'il y a un phénomène, par exemple, compressif, comme on avait ici chez cette patiente. Alors, les traitements, je vais les passer rapidement en revue. Donc, le traitement chirurgical reste un traitement qui est très important. Vous verrez quand je ferai le résumé des traitements. Donc, il y a plusieurs possibilités. Il y a des techniques conservatrices, comme on le voit sur la gauche, avec une ouverture du kyste, aspiration du contenu, et on laisse la cavité résiduelle. Alors, évidemment, ce genre d'opération doit toujours être couvert par l'albendazole, évidemment, pour éviter. Donc, vous comprenez qu'évidemment, ce type d'intervention risque de provoquer un essaimage et des localisations secondaires. À droite, donc, vous avez des solutions entre guillemets plus radicales, donc, soit avec une méthode ouverte ou une méthode fermée, où là, vous voyez, donc, évidemment, la méthode fermée va apporter moins d'essaimage, mais il y a plus de complications, notamment, je pense, hémorragiques. Et puis, il y a aussi des possibilités d'hépatectomie quand on a une lésion voilà, qui est compliquée, éventuellement avec des fissurisations ou autres, et qu'on ne peut pas s'en sortir. L'autre chose aussi, je n'ai pas d'image pour montrer ça malheureusement, mais je vais en parler ici, c'est la technique PAIR. Donc, c'est ponction, aspiration, injection. Donc, injection de quoi? Donc, ça, ce sont des techniques percutanées où on va, si c'est possible, avec une écho ou un scanner, donc ponctionner, injecter ou bien un liquide à base d'éthanol ou du sérum hypertonique à 20%, et puis réaspirer. Donc, c'est aussi des techniques qui sont moins invasives. Alors, j'ai revu ici la littérature et une méta-analyse qui essayait un petit peu de voir s'il y avait une supériorité ou pas d'une des deux techniques. Ils ont l'air de dire qu'il y a plutôt une non-infériorité, même si le design n'est peut-être pas idéal pour vous montrer. En tout cas, il y a très peu d'études randomisées contrôlées qui comparent les techniques chirurgicales et non-invasives. Donc là, il y avait deux études qui sont montrées ici. Et quand on voit le risque relatif global, on voit qu'il n'y a pas de différence significative. Il y avait une diminution donc, de récurrence avec la technique percutanée, mais il n'y a pas vraiment de différence significative entre la chirurgie ou la technique non-invasive. Par contre, il y avait bien une différence significative en termes de complications post-procédure ou de durée d'hospitalisation, en défaveur évidemment de la chirurgie. Alors, l'albendazole, ça se donne à 10 à 15 mg par kilo en 2 doses pendant 3 à 6 mois. Elle a une meilleure disponibilité que le methylendazole, c'est pour ça qu'on la préfère en général. Elle va avoir un effet sur la captation en glucose des parois et va perturber le cycle mitochondrial du parasite. Les effets secondaires sont l'hépatotoxicité, l'alopécie, la nausée, la neutropénie. Quand elle est utilisée seule, malheureusement, il y a 30% de guérison complète en monothérapie. Elle est efficace surtout dans les stades précoces et permet de diminuer le risque de récidive. Parfois, on y ajoute le praziquantel, qui lui a vraiment un effet protoscolocidique, donc sur les fameux bourgeonnements que vous voyez dans les vésicules. Parfois, on l'ajoute, c'est 40 mg par kilo. Donc, la patiente ici, on l'avait reçue, je pense, une fois par semaine, et ça semble donner en combinaison de meilleurs résultats. Alors voilà, ça c'est comme je vous ai dit, donc c'est là où l'intérêt de cette classification est, c'est que grâce à ça, en fait, on peut essayer de déterminer la stratégie thérapeutique. Donc, vous voyez que pour les stades actifs CE1 et CE3, si c'est moins de 5 cm, on peut tenter peut-être l'albendazole, 5 à 10, ou bien la technique PAIR, donc cette technique percutanée, ou bien si c'est plus de 10 cm, là c'est sûr qu'il faut utiliser la chirurgie. Et l'albendazole, c'est ce qui était le cas de cette patiente, elle avait plus de 11 cm de diamètre sur ses kystes. Et donc ensuite, vous pouvez voir aussi donc pour les stades CE2, CE3B, donc albendazole, WW, c'est Wait and Watch, donc il y a des possibilités aussi et des littératures qui
qui expriment parfois la possibilité d'attendre, en fait, sans donner. Donc, l'idée, en fait, c'est d'arriver à des kystes qui vont être inactifs. Et en fait, on a démontré que même en donnant de l'albendazole, c'était pas forcément, ça ne facilitait pas cette entrée dans une phase inactive. En tout cas, pour plus de 5 cm, on préconise la chirurgie et l'albendazole pour ces patients. Donc, 2 petites conclusions de l'hospitalisation. Donc, voilà, une patiente avec une hidatidose hépatique qui est opérée, qui a été compliquée effectivement d'un choc en post-opératoire, fortement suspect d'être hémorragique, mais aussi distributif dans le cadre du kyste hydatique rompu. Cette patiente, voilà, avait voyagé en Arménie. Le dernier voyage datait d'il y a 1 an. Intéressant de noter aussi que la deuxième sérologie était positive et donc il n'y avait pas d'argument pour une atteinte extra-hépatique au moment où elle est sortie de l'hospice. Alors, la suite de l'histoire. Alors, ça, c'est. Donc, là, vous rappelez, c'est en octobre. Je pense que la patiente a encore quelques plaintes. Et donc, en octobre 2020, on voit qu'il y a encore des kystes qui ont l'air d'être assez stables. Donc, là, je dirais qu'on a peut-être une classification CE3. On a l'impression, dans l'image de gauche, qu'il y a des décollements de membrane, déjà à ce stade-là. Voilà. Et donc, la patiente continue à se plaindre de douleurs hypocondre droit. Et donc, le suivi fait qu'elle a une nouvelle intervention chirurgicale en août 2021. Je ne sais pas si vous voulez commenter cette deuxième intervention. En fait, on était intervenu chez elle essentiellement parce qu'elle continue à avoir des douleurs de l'hypocondre droit et on lui a trouvé des lithiases vésiculaires et ça me paraissait compatible éventuellement avec une pathologie biliaire sans rapport avec son hidatidose. Alors, je me suis dit que de toute façon, puisqu'on propose une cholécystectomie, proposons également l'ablation des structures résiduelles, kystiques résiduelles. Et en fait, c'est ce qui a été fait et on n'a plus retrouvé de parasites. Bon, probablement que ce sont des kystes inactifs et ils étaient fortement atrophiés. Il y avait peu de liquide dedans, très peu de liquide. Et c'était donc, à mon avis, une maladie inactive. Mais donc, j'ai demandé qu'on lui refasse une sérologie de PNPC dans 6 mois. On verra si ça se normalise. À ce moment-là, on peut conclure qu'elle est guérie de sa échinophobie. Oui, et elle avait eu d'ailleurs pendant tout le temps, l'albendazole n'avait pas été interrompue, ce qui a pu contribuer aussi à une utilisation, même si, comme on l'a signalé, ce n'est pas le traitement de base de cette infection. Et donc, elle est revue en médecine interne en décembre 2021. Donc, elle n'a plus de syndrome inflammatoire, une normalisation de ses éosinophiles, et donc une anémie ferritrice pour laquelle elle est traitée, je pense. Et à ma connaissance, je pense qu'elle est toujours sous albendazole. C'est juste. Oui. Voilà, donc en conclusion, ça reste quand même une maladie rare. On peut s'attendre à peut-être voir une augmentation d'incidence vu les flux migratoires. Donc, il est très important de surveiller les troupeaux et les abattages et évidemment les chiens et éventuellement les vermifugés. Il faut rapporter les cas. Les découvertes sont plus souvent en fortuite ou alors au moment de complications. La complication biliaire est la plus fréquente et la plus importante à mettre en évidence. Et donc, il y a un rôle aussi majeur de l'échographie comme gold standard et du diagnostic et de guide de prise en charge thérapeutique grâce à cette classification de l'OMS. Je pense que c'est dernière. Voilà, et alors je voulais juste revenir, dernière chose. En fait, je voulais revenir sur cette première échographie. Et d'ailleurs, tu avais promis que tu y reviendrais. Oui, je n'ai pas dit un mot sur le... Non. Ça, c'est son... Donc, regardez ici. Donc, en fait, en réalité, donc ça, je n'ai pas tout dit. Mais donc, l'échographiste, elle parle, elle voit potentiellement des septa. C'est ce qu'elle décrit. Et alors, vous voyez ici, cette paroi, elle a l'air quand même de ne pas être nette. Il y a quand même l'air d'avoir 2 feuillets. Donc, évidemment, ce n'est pas des images belles, puisque c'est quand même un examen dynamique. C'est toujours compliqué à voir. Mais donc, je pense qu'ici, il y avait quand même, il n'y avait pas ce bord net, lisse, comme on voit dans les kystes biliaires, avec ce renforcement de la paroi postérieure. Franchement, si vous voyez la différence avec ce que je vous ai montré après, c'est quand même
c'est quand même pas la même chose. Et donc, vous voyez quand même les bords sont très nets avec ce renforcement et il n'y a sûrement pas de feuillet, de double feuillet. Voilà. Et pour l'IRM, ça peut effectivement être un piège, surtout au premier stade. Donc moi, je pense à la première, je crois qu'on a une classification CE1, probablement. Et donc ça, c'est bien connu que pour ça, l'IRM n'est pas forcément très discriminant. Ok. Merci Sarah pour ce très chouette exposé. Peut-être demander à Emmanuel Boutiou de refaire un commentaire, Emmanuel. Ben, je trouve que tout a été dit. Là, ça a été très, très, très bien, très détaillé. C'est vrai que c'est une histoire un peu traumatique et qui permet de garder ça à l'esprit pour les prochaines fois. Évidemment, moi, j'ai un billet, j'ai un billet tropical et donc je vois les images de la première échographie. Je pense immédiatement à kyste, les échinococcos cystiques. Mais je peux imaginer qu'un gastro-entérologue qui ne voit pas spécialement souvent ce genre de cas pense d'abord kyste biliaire, quoi. Donc, c'est une question vraiment de où on se place, où la personne atterrit la première fois. Mais bon, je pense qu'on aurait certainement, en voyant cette patiente d'emblée, on aurait traité ça comme une forte suspicion de kyste hépatique et de kyste hydatique, pardon. Et donc, bon, l'intervention, etc., ça serait passé un petit peu différemment, je crois. Oui, je pense aussi. Le fait des voyages récurrents en Arménie est également un point important. Ouais. Mais j'imagine qu'elle a probablement été infectée quand elle était enfant, hein. Enfin, enfant ou adolescente. C'est une très, très lente histoire, hein. C'est une très lente évolution. C'est rarement les retours après. Mais vous savez, les enfants, même s'ils jouent avec des chiens, peuvent s'infecter, hein. Les chiens ont ces proglottis et ces œufs sont dans les selles, et puis ils collent très fort au poil du chien. Donc, ce n'est pas spécialement une très mauvaise hygiène où on aurait des selles de chiens qui atterrissent dans l'alimentation, mais c'est parfois simplement jouer avec des chiens, on ne se rend pas compte, quoi. Moi, j'ai eu une médecin MSF qui a été contaminée par une échinococose hépatique au Kenya, et elle a toujours été extrêmement propre, mais elle s'amusait beaucoup avec les chiens de rue. S'amuser, je veux dire. Et donc, elle a été probablement contaminée de cette manière-là. On a tendance un petit peu à sous-estimer ce risque. Emmanuel, par rapport aux statistiques que Sarah nous avait montrées, on a l'impression que ce n'est pas grand-chose. Tu penses que c'est vraiment sous-estimé? Vous en voyez régulièrement en Anvers? Je dirais qu'on voit entre peut-être 5 et 10 cas par an, mais c'est beaucoup référé, évidemment, hein. Donc, dès qu'il y a un cas... comme celui que vous avez présenté, où souvent quand même on nous appelle donc je dirais 5 à 10 cas par an, mais oui, je sais pas mettre un chiffre précis et c'est très dommage. Et on est vraiment en train d'essayer de réfléchir pour une série de pathologies tropicales comme celle-là, d'essayer d'avoir une sorte de base de données centrale. Maintenant, on a vu avec le Covid que c'est quand même des choses possibles techniquement, d'essayer d'obtenir une sorte de registre central. Bien entendu, chaque infectiologue traiterait la patiente dans son coin, mais on essaierait de rassembler l'information pour avoir une meilleure idée, en effet, à la fois de la fréquence, mais aussi des évolutions, hein, et suite au traitement clinique. Donc, c'est quelque chose qui mûrit pour l'instant très fort parce qu'on pourrait faire ça avec le Chagas, avec la cysticercose, avec les cas de lèpre. Il y a une série de pathologies tropicales où forcément on voit ça rarement. Bon, peut-être qu'on voit ça, mais alors si on parvenait à les rassembler à un endroit, on gagnerait beaucoup d'expérience. Oui, localement, on revoit un petit peu toute la dynamique. Il faut dire que cette patiente, elle ne se présentait pas toutes les semaines. Il y a chaque fois eu aussi des laps de temps entre deux consultations qui ont probablement également nuit au suivi. Mais devant une situation inhabituelle, ce qui était quand même inhabituel, c'est la dimension de ce kyste pour un kyste biliaire. Une approche pluridisciplinaire aurait peut-être bien pu, en disant, mais voilà, on opère, mais alors, ok, on remet un peu tous les intervenants, y compris le radiologue, et puis on rediscute. Peut-être qu'à ce moment-là, on aurait pu... Enfin, comme je l'ai dit, l'histoire s'est bien terminée, mais enfin, bon, ok, mais enfin, c'est quand même un jeu de ce que ça se termine moins bien. Ouais, c'est une pathologie vraiment... un bel exemple où il faut une approche pluridisciplinaire, oui. Vraiment, parce que radiologue, hépatologue, chirurgien abdominaux, infectiologue ensemble pour faire le management optimal. Oui, oui, tout à fait.
Mais on a eu aussi des accidents chez nous. On a eu un cas de rupture de kyste à l'hôpital d'Anvers. Et là, par contre, l'erreur, ça a été plutôt iatrogène, c'est-à-dire que le chirurgien a mis de soluté hypertonique, mais un peu trop, quoi. Et le patient s'est retrouvé. C'était un jeune patient qui se retrouve avec une hypernatrémie en soins intensifs après. Donc, ça reste quand même parfois des accidents. On n'a plus le temps de trop réfléchir. Ils ont lavé tout le péritoine, mais avec un soluté beaucoup trop hypertonique. Ça peut donner aussi des problèmes. La complication achyonique, c'est toujours intéressant. Ah oui, mais là, c'était très élevé. Je ne dirai pas le chiffre parce que… Merci Emmanuel. Quoi, 165, 170? Je suis gêné, je suis gêné. Ok. Jean? Ce n'est pas ma faute, mais… Deux toutes petites mini-questions, en fait, pour Sarah ou pour Emmanuel. Un, on a beaucoup parlé de l'aspect des kystes, mais pas vraiment de la taille des kystes. Autrement dit, est-ce que la taille des kystes peut nous permettre d'avoir une idée de l'âge, en fait, et donc de la l'évolution? Ça, c'est une première question. Une autre question, l'anapath qui était négative. Ouais. Ça… Oui, je ne sais pas, Sarah, mais l'anapath, je reconnais que c'est vraiment surprenant. C'est vraiment surprenant parce que je m'attendrais quand même à avoir un petit peu de matériel parasito. Normalement, on étudie plutôt le liquide lui-même et on essaie de rechercher un peu ce qu'on appelle le sable hydatique, qui est finalement toute une série de débris antigéniques, mais normalement, on reconnaît parfois des bouts de protoscolex, etc. Donc, je ne sais pas si ça a été vraiment quelque chose qu'on a recherché avec beaucoup de conviction, ou si on n'y pense pas, on ne fait peut-être pas les colorations correctes. Pour savoir, on a une PCR ici. Donc, si un jour vous hésitez, parce que ça peut arriver qu'on hésite, même à l'anapath, et donc quand on a parfois un prélèvement de liquide péropératoire, et si on a un doute, surtout maintenant avec ces échinococoses alvéolaires qui commencent à augmenter, c'est parfois intéressant d'avoir le diagnostic d'espèce. Donc voilà, je vous signale qu'on peut faire une PCR sur le liquide un jour, si c'était nécessaire. Et l'autre question, c'était la taille. Oui, oui. En fait, quand un kyste hydatique commence à faire mal, ça devient une urgence. Parce que soit il y a une compression, ici je pense que c'était probablement le cas, soit on commence, comme Sarah l'a bien dit, un début de fissuration. Il y a un peu de liquide qui commence à venir en contact avec le tissu environnant. Parfois, les gens commencent à même avoir un peu mal, un peu de fièvre. On va voir les éosinophiles monter. Et là, c'est une urgence aussi, parce que si ça se rompt, si ça se fissure, et quand c'est des gros kystes comme ça, quand ça se rompt, c'est une catastrophe. Comme vous l'avez vu. L'élévation de la CRP qui peut aussi être Oui, tout à fait. ce phénomène. Donc, il y a deux questions sur le chat. Il y a d'abord Thierry Peppersac qui se pose la question de savoir chez une patiente qui a quand même un Birmer, une thyroïdite, et donc finalement de revenir éventuellement à la possibilité d'une insuffisance surrénalienne, bon, qui avait été écartée au départ, et donc on me disait pour une fatigue chronique d'ailleurs. Ça, c'était il y a plusieurs années. J'avais fait un bilan surrénalien qui était franchement négatif. Et donc, la dose qu'on avait donnée était du 10 mg. Donc, je rappelle que dans la fatigue chronique, il y a des anciens papiers dans le Lancet qui montraient que dans la fatigue chronique, 5 à 10 mg, c'est-à-dire une dose non substitutive, peut éventuellement faire du bien, ce qui avait été le cas au départ. Ceci dit, je pense que l'idée reste bonne, puisqu'on sait que c'est l'insuffisance surrénalienne dans ce type de maladie auto-immune pluriorgane, elle peut survenir à un moment donné, et ceci peut avoir éventuellement contribué. Enfin, c'est jamais bon d'avoir trop peu de cortisol quand on se retrouve dans des situations de choc, qu'ils soient hémorragiques, anaphylactiques, etc. Donc, sûrement une bonne idée de revérifier le cortisol, et peut-être d'emblée d'ailleurs de faire un test aussi lacté. Autre question par rapport à l'atteinte idéale qui avait été suspectée à l'imagerie initiale. Sarah, il me semble que c'est retombé ça. Oui, parce que finalement, il n'y avait pas de plainte vraiment de la patiente, il n'y avait pas d'histoire de diarrhée, d'autres plaintes de douleurs un peu plus spécifiques pour une maladie inflammatoire intestinale. Il y avait quand même un bilan avec une calprotectine négative, une entéro-IRM négative aussi, donc pas de lésion, y compris chimique ou autre. Donc, effectivement, c'est un peu retombé. Des sérologies aussi qui avaient été dosées, Yersinia, etc., et qui étaient négatives. Quand on voit le bilan de grosses études du PET dans des situations inflammatoires, alors ça permet effectivement d'avoir quand même, de poser un certain nombre de diagnostics, mais il ne faut pas négliger non plus les fausses pistes qui génèrent également des examens qui s'avèrent au final inutiles. Donc, il faut quand même mesurer l'intérêt du PET de façon extrêmement prudente.
Bien, mais donc, Moi, je voulais juste Oui. ajouter une dernière chose juste par rapport à votre question. Mais donc, effectivement, c'est plutôt l'analyse du liquide, mais donc là, qui n'avait pas été analysée. Et pour l'analyse à la pâte, j'imagine que le prélèvement a été fixé et je ne sais pas dans quelle mesure s'il est fixé. Et comme le dit Dr Botio, si on ne le recherche pas, alors à mon avis, je pense qu'on ne sait pas retrouver des protoscolex comme ça si le prélèvement est fixé. Je pense qu'on va plutôt chercher un néo ou autre chose peut-être. Mais si je crois que la NAPAT n'est pas prévue, à mon avis, c'est difficile. OK. Oui, Je peux peut-être… oui, vas-y, Emmanuel. En fait, je trouve qu'il y a quand même un point important dans toute cette histoire, et je pense que de nouveau, c'est le dialogue entre le chirurgien et les internistes. En fait, ce qui est important au moment de l'intervention chirurgicale, parce qu'elle est toujours délicate, hein, même quand on sait que c'est un kyste hydatique, parfois il y a des accidents, hein, des ruptures, parce que cette membrane est extrêmement fine. Et là, c'est essentiel que le chirurgien communique bien ça à l'infectiologue, parce que la durée du post-opératoire dépend un peu. Si vous êtes parvenu à enlever le kyste sans aucun problème, probablement qu'il ne faudrait même pas d'albendazole post-opératoire. Mais s'il y a un peu de leakage, hein, de sointement, enfin de fissuration, alors là, plus cette exposition avec du matériel parasitaire est importante au niveau du péritoire, plus il faudra donner longtemps et jusqu'à 6 mois, peut-être même parfois plus, peut-être. Parce qu'ici, je pense que cette patiente, il faut se méfier, hein, les rechutes vont se faire, il faut la suivre 5 ans, et les rechutes, s'il y en a, vont apparaître dans 2-3 ans, hein, au niveau de petits kystes, au niveau péritonéaux. Hein. Pour l'instant, il ne faut pas trop être enthousiaste parce que rien ne se passe, mais il faudra la suivre d'une manière iconographique pendant au moins une fois par an pendant 5 ans. OK. Mais par contre, la durée du traitement à l'albendazole, 6 mois, 1 an, te paraît suffisant. Oui, tout à fait. Mais normalement, l'OMS, j'entends depuis 5 ans que l'OMS va revoir les protocoles opératoires, enfin pas opératoires, mais les guidelines, par rapport parce qu'il y a beaucoup de controverses. Faut-il donner un traitement avant? Combien de temps? Faut-il donner un traitement après? Combien de temps avec l'albendazole? Mais malheureusement, ce guideline n'est pas encore sorti. J'imagine qu'ils sont occupés à autre chose pour l'instant. On attend avec impatience, mais c'est difficile d'avoir de l'évidence parce que ce sont des patients qu'il faut suivre au moins 5 ans, vous imaginez, hein, pour voir les taux de rechute. Hein. C'est un peu comme les… Et donc, on a très peu de bonnes données longitudinales qui disent, voilà, dans ce cas-là, il y a moins de rechute, dans ce cas-là, il y a plus de rechute. On parle du praziquantel aussi, mais pour l'instant, il n'y a vraiment rien de très convaincant, je dirais. Ça coûte très cher, mais il n'y a rien de convaincant par rapport à un taux de rechute qui serait abaissé. Donc, il y a beaucoup de zones grises encore dans le traitement. Merci, Manuel. Oui, juste un petit complément. En fait, effectivement, je n'ai pas réalisé une cytologie, un examen bactériologique direct chez ce cas-ci, parce que c'est vrai qu'on a eu un choc hémorragique plus anaphylactique. Par contre, on a eu un patient un peu avant, chez qui j'ai fait un PER, donc une aspiration, c'était un gros kyste. Et là, on a envoyé le liquide directement, on nous a dit des protostocolex. C'est vrai que j'étais un peu étonné que la membrane prolygère n'ait pas le moindre signe d'un parasite. Mais bon, voilà. J'avais pourtant signalé que c'était un kyste hydatique. Hein. Il n'y avait pas de doute. Hein. Quand on voit une membrane qui se décolle, les kystes biliaires n'ont rien à voir avec les kystes biliaires. Mais par contre, les kystes biliaires peuvent être très volumineux. Hein. Donc, quand même, et d'ailleurs, ce sont ceux-là qu'on voit, ceux-là qu'on opère. Ils peuvent être très volumineux, ils peuvent, dans de rares cas, saigner, mais ils sont très volumineux. Mais surtout, ici, le kyste était un peu asymétrique. Vraiment, il y a une pression dans le kyste qui fait qu'ils sont vraiment assez bombants. Ici, il y avait quand même… Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu comme ça, peut-être un début de dégénérescence. Oui. Écoutez, merci beaucoup à tous les intervenants. Merci Emmanuel d'avoir participé à notre tour. Et merci à Sarah pour son exposé. Et rendez-vous la semaine prochaine où je vous parlerai des pseudosciences. Voilà, bonne semaine.